Chers amis internautes, bonjour. Vous suivez un nouveau numéro de Gros Plan. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Jock Adamado. Il est président du mouvement Le Bénin en marche, un mouvement politique qui, depuis quelques jours, a décidé donc de s'engager sur la voie donc d'un mouvement ou d'un parti politique conformément donc à la nouvelle charte des partis politiques en vigueur au Bénin. Il est justement sur ce plateau pour nous parler donc des tenants et aboutissants de cette décision avec Jock Adamado. Nous allons également faire le tour de l'actualité politique marquée principalement par la présidentielle 2021. Jock Adamado, bonjour. Bonjour, monsieur Kouchimoungbazi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur. Alors, première question pour vous déjà, d'où est d'abord partie l'idée donc, de la création du mouvement Le Bénin en marche? Alors, l'idée de la création du mouvement Le Bénin en marche résulte de la volonté d'un certain nombre de personnes, de femmes et d'hommes, qui sont résolument préoccupés par les questions de développement de notre pays et plus spécifiquement par des hommes et des femmes qui ont nourri l'ambition de voir le citoyen s'impliquer davantage dans l'action publique, voir le citoyen s'intéresser davantage aux décisions qui sont prises au niveau local et au niveau national. C'est donc cette volonté-là d'insuffler une nouvelle dynamique d'engagement citoyen, de restaurer l'intérêt des populations pour la question politique, pour les questions de choix publics, qui a donc gouverné le rassemblement de personnes au sein du projet Le Bénin en marche. C'est également la volonté et le souci de voir préserver nos acquis de développement sur les différents plans stratégiques de l'animation de la vie publique au Bénin. Alors, pourquoi la création d'un mouvement alors qu'il y en a tellement, surtout dans un contexte où on parle beaucoup plus donc, de grands regroupements, donc de l'assainissement donc, du paysage politique? Est-ce que vous n'avez pas trouvé opportun de vous rallier peut-être à un autre mouvement ou carrément à un parti politique? Lorsque vous voulez faire un ralliement, il faudrait que la vision soit partagée. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que la vision que nous prônons, que nous portons au niveau de Le Bénin en marche est quelque peu singulière. Puisque, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est l'engagement citoyen qui est notre cheval de bataille. Et derrière cette recherche-là, ce projet de redynamiser, de restaurer l'intérêt du citoyen pour son engagement dans la vie publique, c'est la recherche du pouvoir d'agir du citoyen que nous poursuivons. C'est aider le citoyen à révéler en fait son pouvoir d'agir dans la société. Et dans ces conditions-là, nous avons beaucoup misé sur la sensibilisation et sur la formation. Et nous sommes partisans du long terme. Nous ne sommes pas court-termistes. Donc nous posons aujourd'hui des actes pour lesquels les résultats vont être perceptibles peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans peut-être, parce qu'il y a une conscience citoyenne à animer. Il y a une confiance qu'il faudrait restaurer. Il y a un tissu qui a été fragilisé au cours donc des dernières décennies entre les hommes politiques, entre les décideurs en l'occurrence, et le citoyen lambda. Et cette fragilisation du tissu a fait que, d'une manière ou d'une autre, il y a une crise de confiance qui est née. Et pour que les citoyens acceptent ou croient à nouveau à une nouvelle façon de faire les choses et de penser, il ne faudrait plus que ce soit les mêmes acteurs qu'ils ont pratiqués ou qu'ils ont vus à l'œuvre pendant peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans pour certains, et qui n'ont pas forcément comblé leurs attentes ou qui ont été les principaux acteurs d'un système aujourd'hui que notre génération rejette et que le peuple entier en fait rejette. Donc il faudrait qu'on implique les citoyens eux-mêmes
dans la façon de faire, dans la mise en place du cadre qui va désormais conditionner et régir la façon de penser et de faire. Et pour que ces citoyens-là, qui pour la plupart appartiennent à la génération aujourd'hui des moins de 50 ans, pour qu'ils puissent se retrouver dans ce nouvel environnement-là ou dans cet environnement assaini, parce que peut-être, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faudrait qu'on leur garantisse, un temps soit peu, qu'ils ont leur chance. Et c'est pour cela qu'il était important de passer à la mise en place d'un nouveau creuset. Alors, à vous entendre, vous voulez vous démarquer un peu de la manière dont les choses se font habituellement. Moins d'un an d'existence en tant que mouvement, là, vous décidez donc de vous transformer en tant que parti politique. Du coup, on veut bien savoir, qu'est-ce que vous voulez apporter donc de nouveau en étant parti politique? Alors déjà, pour partir de mouvement à parti politique, ce n'est pas un choix qui s'est opéré un beau matin. Et je l'ai dit à l'occasion de mon discours il y a une semaine, lorsque nous avions procédé à l'animation d'un congrès constitutif, que c'est un choix qui s'est imposé. Un choix qui s'est imposé suite aux diverses consultations que nous avons eu à mener auprès des populations et surtout auprès de la jeune génération qui a exprimé son désir de voir une force politique se constituer sur la base d'idéaux. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un regroupement de personnes au lendemain d'une élection présidentielle pour entourer un homme et dire c'est son parti. Non. Il s'agit justement d'un regroupement qui intervient au terme d'un premier processus de mise en œuvre d'une vision. Et pour être plus spécifique, de 2016 à 2021 aujourd'hui, nous avons vu une dynamique se mettre en marche. Nous avons vu un président de la République annoncer des ambitions. Nous avons vu un homme vendre une vision, faire l'effort de s'en tenir à ce qu'il a annoncé. Nous avons vu des réformes être impulsées dans pratiquement tous les domaines, mais surtout nous avons vu le peuple être mis à contribution et nous avons vu un peuple qui a accepté le sacrifice à condition que les fruits tiennent les promesses des fleurs. Et cette dynamique-là, une fois qu'elle est installée, lorsque nous sommes des citoyens, nous avons l'obligation de préserver ce qui s'est fait. Et pour préserver ce qui s'est fait, il est faux de penser qu'il suffit d'une seule hirondelle pour faire le printemps. Et Patrice Talon aura beau faire 5 ans, 10 ans, si la vision qui est portée, si cette façon d'impliquer le citoyen dans l'action, si on ne la rend pas effective en sensibilisant les populations, si on ne la rend pas effective en impliquant et en suscitant l'intérêt auprès du citoyen, quelque part, on va se retrouver à un point culminant où il faudra partir dans un nouveau recommencement. Ce qui a toujours caractérisé le système de gouvernance de notre pays depuis le renouveau démocratique et même avant le renouveau démocratique lorsqu'on questionne l'histoire. Donc aujourd'hui, il s'agit donc de se dire il faudrait qu'on aille au-delà de l'homme qui est là aujourd'hui. Il faudrait que ce soit le peuple qui instaure son système de gouvernance, qui définisse les attentes qu'il a par rapport à ses dirigeants. Et que ce soit désormais les dirigeants ou les aspirants à des fonctions de président de la République, de députés et de maires, que ce soit désormais à eux d'être encadrés dans la droite ligne que le peuple aura désormais décidé. Donc, alors, avant d'en venir donc, au processus,
donc de création du parti politique. On va revenir un peu en arrière, puisque vous parlez donc d'une vision à long terme, une vision qui va donc au-delà d'un homme, c'est-à-dire le président de la République qui est là. Alors, quels sont, surtout quand on connaît le contexte béninois où le peuple, où les citoyens ne sont pas forcément toujours attachés donc à l'idéologie ou à la vision d'un parti politique, généralement on constate que c'est à la veille des élections que les partis politiques dans leur fief montrent que bon, on a des militants et tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez apporter? Quelle est la stratégie donc de votre mouvement ou je dirais peut-être de votre futur parti politique pour véritablement son enracinement, c'est-à-dire arriver à mener quand même les citoyens à croire à l'idéologie, à croire à la vision qui doit pouvoir rester sur une longue durée? Alors déjà aujourd'hui, notre organisation, notre formation politique, elle est enracinée parce qu'elle est présente dans toutes les communes de notre pays. Et pour répondre à votre question, les gens croient en vous lorsque vous faites ce que vous dites. Et c'est pour ça qu'on dit que ce que vous faites parle si fort que l'on n'entend plus ce que vous dites. Et depuis que nous sommes dans ce processus engagé avec nos militants, nous sommes dans une dynamique d'échange permanent. Et ce qui est bien, c'est que les initiatives sont prises à la base. Nous évitons d'être un regroupement où quelqu'un décide en haut et tout le monde doit exécuter en bas. Ce sont donc nos cellules de base qui nous disent ce qu'ils ont envie de voir faire. Mais nous avons une responsabilité qui est celle de veiller à ce que toutes les idées convergent vers l'idéal commun. Mais pour garantir la pérennité de ce que nous sommes en train de faire, nous voulions déjà travailler, et nous le faisons un peu déjà, à ce que le militant, au niveau de la sphère qui est le plus à sa portée, puisse déjà chaque jour s'intéresser à ce qui se fait autour de lui. Si c'est au sein de sa communauté que le militant s'intéresse à l'association de développement, ne serait-ce que de son quartier. Puisque si on obtient que chaque chef de quartier ou de village se comporte convenablement et pose des actions qui concourent à l'amélioration du vivre ensemble, puisque c'est ce qui gouverne tout ce que nous faisons, c'est l'amélioration du vivre ensemble. Et l'action politique, lorsqu'elle ne concourt pas à l'amélioration du vivre ensemble, elle n'est pas bénéfique pour le peuple. Donc, si l'on parvient déjà, grâce à nos militants, et au-delà de nos militants, grâce aux citoyens qui croient en nous, à ce que le plus petit ou l'élu local je ne vais pas dire le plus petit pour ne pas être péjoratif, mais l'élu local qui se trouve au niveau de la pyramide, au niveau du socle de la pyramide, qu'il fasse les choses correctement. Si on parvient à ce que, après lui, le chef d'arrondissement, que le citoyen l'encadre, que le maire soit encadré par le conseil communal, puisque si le conseiller communal sait qu'il a des comptes à rendre à ses élus, il ne peut pas laisser le maire le conduire là où le maire a envie de le conduire. Il va imposer aussi cette obligation de compte rendu au maire. Et le maire lui-même, le député, qui donnera caution aujourd'hui, puisqu'on a un système et qui veut que ces personnes-là parrainent des candidats à une élection présidentielle, ces gens-là aussi, en voulant donner le parrainage, vont réfléchir beaucoup plus. Et tenir compte des aspirations réelles du peuple, puisque c'est le peuple qui, en ce moment, aura restauré son pouvoir d'agir. Et c'est le peuple qui aura véritablement restauré l'esprit de notre Constitution, qui a voulu que ce soit le peuple béninois qui soit détenteur de la souveraineté nationale. Et dans tous les pays d'ailleurs, c'est ce qui est souhaitable et c'est ce qui se fait, que ce soit le peuple qui soit détenteur de la souveraineté. Donc nous travaillons avec nos militants à ce qui s'intéresse à ce qui se fait autour d'eux, pour que chacun comprenne que ce n'est pas seulement quand on devient maire, député, élu communal qu'on a
sa partition à jouer. Alors, vous soutenez un président de la République qui est dans une réforme politique, qui chaque fois insiste sur le fait qu'il faut aller au grand regroupement, mais vous décidez quand même de créer un mouvement et après vous décidez donc de créer un parti politique. Enfin, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas un parrain ou des parrains derrière qui vous encouragent? Parce qu'à la limite, on peut penser à une sorte de entre griffes de désobéissance. Non, ce n'est pas de la désobéissance. D'abord, il n'est pas juste envers le peuple béninois de penser qu'il y ait une seule façon de penser. Aujourd'hui, lorsque le chef de l'État travers la réforme dont il a été initiateur, il faut le reconnaître, mais qui était une réforme attendue de tous, puisque le paysage politique tel qu'il était composé, il fallait l'assainir. Et tout le monde était unanime sur la question. Il fallait quelqu'un pour traduire en acte cette volonté populaire. Et cette personne s'est trouvée être Patrice Talon, qui a usé de son pouvoir pour engager cette réforme-là du système partisan. Mais toute réforme a un esprit. Et la réforme du système partisan a un esprit. Et au-delà de ce qui est écrit, pour qu'une réforme marche, pour qu'une réforme puisse être mise en œuvre de façon efficace, les acteurs sont importants. Donc, tout dépend de la qualité des acteurs qui mettent en œuvre la réforme du système partisan. Mais le système partisan ne peut non plus pas atteindre ses objectifs si la frange de la population qui constitue la majorité, aujourd'hui, la majorité de la population, ce sont les moins de 50 ans. On pourrait même s'avancer et dire que ce sont les moins de 40 ans. S'ils ne se retrouvent pas dans ce qui se fait, s'ils ne sont pas impliqués dans ce qui se fait, quelque part, les chances pour que cette réforme-là puisse être une réforme qui produise des fruits, qui tienne les promesses des fleurs, ces chances-là sont minces. C'est pour cela que la réforme n'a pas indiqué un nombre maximum de regroupements, de grands regroupements. On en est à une quinzaine aujourd'hui déjà. Nous sommes 12 ou 13 millions d'habitants aujourd'hui au Bénin. C'est vrai que quand on tient compte du nombre d'électeurs, il n'atteint pas ce chiffre-là, mais comme je vous ai dit, nous sommes dans une démarche qui prend en compte le citoyen dès lors qu'il a l'âge de raison. Dès lors qu'il a l'âge de raison. Déjà dans son école, dans son collège, dans son lycée, le citoyen a un rôle important à jouer. En étant chef de classe, comment est-ce qu'il se comporte? En étant simplement élève, en étant dans un groupe, comment est-ce qu'il se comporte? C'est pour ça que nous avons des modules de formation qui initient les plus jeunes aux questions de leadership et aux questions de service. Puisqu'il ne faut pas perdre de vue que nous avons grandi dans une société qui n'a pas favorisé l'émulation du leadership chez l'enfant. On a souvent eu une tendance à demander à l'enfant de vivre caché lorsqu'il fréquente, de ne jamais se retrouver au milieu de quelconque soulèvement, au milieu de quelconque manifestation, soit elle-même pacifique. Et c'est d'ailleurs ça qui faisait que pendant longtemps, un groupe de personnes ont pensé, à tort ou à raison, qu'ils avaient l'apanage de la chose politique. C'est dire que ce regroupement aujourd'hui, si on dit qu'il y en a 15, il y en a 15, mais chacun va se distinguer à sa façon. De toute façon, nous n'allons plus jamais nous retrouver dans l'environnement où on avait plus de 200. Mais le risque est là. Non, ce risque n'est pas là. Parce que de plus en plus, le récépissé, ça se délivre un peu trop facilement pour les... Non, le récépissé ne se délivre pas un peu trop facilement. Il y a une nouvelle loi qui porte charte des partis politiques oui. Et qui définit les conditions à remplir. Et croyez-moi, ce n'est pas un parcours aussi simple. Mais de plus en plus, les partis politiques remplissent très rapidement et ces conditions-là. Non, ce n'est pas de plus en plus. Ce n'est pas de plus en plus. Parce que quand vous allez dans une commune, aujourd'hui, à moins que vous veuillez faire de la figuration,
et prendre un peu la première personne à votre portée qui peut vous faire du remplissage. Faire du remplissage, à moins que ce soit votre but. Et là, vous êtes carrément en déphasage par rapport à l'action politique et par rapport à la réforme, à l'esprit de la réforme du système partisan. À moins que ce soit uniquement pour ça, il n'y a pas beaucoup d'acteurs politiques qui aient un capital d'expérience important au sein de nos communes. Ils sont peu. Donc, espérer qu'il y ait encore une floraison de partis politiques, ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut le rappeler, c'est 15 membres par... C'est 15 membres au moins par commune. Oui. Et il ne faut pas viser le minimum, puisque si vous parvenez juste à faire les 15 membres par commune, c'est un peu comme si... vous y êtes passé de peu, quoi. Donc nous avons un objectif qui va bien au-delà. Deuxièmement, la réforme du système partisan aujourd'hui, il faudrait que, quand successivement, à 2 élections législatives, le parti n'arrive pas à proposer des candidats, oui. Et ce parti perd son statut. Donc, dans l'animation de la vie politique, on a dit que ce sont les partis qui animent la vie politique. Mais on a fait en sorte qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on a des partis qui fassent de la figuration. Donc, il peut y avoir beaucoup de partis qui naissent. Ça encore, je peux vous le concéder. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsque ces partis-là ne pourront pas faire leurs preuves, ils disparaîtront. Mais dans l'ancienne loi, il y avait une disposition similaire qui, en principe, si elle était... appliquée, on ne devrait plus parler donc de 200 ou de 300 partis politiques. Oui, mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'insiste sur l'engagement citoyen. Aujourd'hui, si vous avez des citoyens plus avertis, on appliquera les tests. Puisque ce sont les citoyens, un peu comme ils rappellent lorsque l'échéance électorale vient du moins, c'est que le citoyen rappelle qu'il faut qu'il y ait élection. Le citoyen rappellera qu'il y a des tests qui ne sont pas appliqués, qu'il y a tel parti qui, depuis les 2 dernières élections législatives, n'a pas proposé de liste et qu'ils ne comprennent pas que ce parti soit encore sur l'échiquier politique en train d'animer la vie publique. Et je crois qu'il n'y aura pas de risque que l'on retombe dans les mêmes travers, puisque ce ne sont pas 40 partis politiques qui pourront avoir des députés à l'Assemblée nationale. Alors, l'autre risque qui guette le Bénin en marche, c'est de se retrouver comme un parti politique de trop ou un parti politique de non au sein de la mouvance, pour ne pas dire un parti politique satellite. On a vu avec d'autres partis politiques qui ont boudé la réforme justement et qui ont gardé leur autonomie, mais ils se réclament de la mouvance. Mais on a vu au bout des 5 ans, on a vu qu'ils n'ont pas été véritablement pris en compte donc dans l'action politique donc, du gouvernement ou du président de la République. Est-ce que le Bénin en marche ne risque-t-il pas donc de se retrouver dans cette posture-là, c'est-à-dire un parti de la mouvance, mais bon, qui véritablement n'est pas pris en compte? Pour bien vous comprendre, qu'est-ce que vous appelez être pris en compte? Pour que je réponde mieux à votre question. Justement, être au sein de l'action du gouvernement, puisque vous êtes un parti de la mouvance et vous dites que vous soutenez justement le gouvernement, mais dans l'action, on ne vous voit pas. Ou carrément pour dire que vous ne serez pas donc associé. Non, alors, est-ce que ce que vous voulez dire, c'est vous ne serez pas nommé, c'est ça? Pas forcément. Non, parce que je ne comprends pas. Si vous avez suivi la description que j'ai faite de notre façon de voir les choses... Est-ce que le Bénin en marche ne veut pas être au sein de la gestion publique? J'ai dit qu'il faudrait que ce soit le citoyen qu'on mette au cœur de l'action publique. Si les militants de Le Bénin en marche parviennent au sein des instances à faire entendre leur voix, à s'assurer que ce qui se fait pour le bien des populations, parviennent à se faire entendre. C'est pour ça que nous nous avons dit, et je l'ai rappelé pendant mon discours il y a une semaine, que nous, notre soutien à l'action gouvernementale ne se veut pas un soutien de propagande. C'est un soutien qui se fera à travers des propositions, à travers des contributions de qualité. C'est pour ça qu'au sein de notre formation politique, nous avons mis en place ce que nous appelons le comité technique.
Et c'est un creuset de cadres qui sont répartis dans différents comités techniques. Et ces comités-là opinent et examinent les différents choix des gouvernants qui sont faits. Donc, à partir de ce moment, nous considérons que nous participons à l'action publique. Est-ce que vous allez vous réduire à des propositions? Est-ce que le Bénin en marche en arrivera à refuser des offres de nomination pour aller appliquer ce qu'il propose justement? Alors, personne ne refuse ou n'accepte d'emblée des propositions de nomination. Tout dépend de ce qu'on vous propose de faire et de ce que vous vous sentez ou pas en mesure de le faire. Donc aujourd'hui, la question ne se pose pas. Mais ce que je voudrais que l'on retienne, c'est de penser que à partir du moment où on ne trouve pas des gens être nommés en conseil des ministres, que comment ça se fait, ils ne sont pas forcément pris en compte, ce n'est pas vrai. Et c'est cette façon de penser que nous travaillons en fait à faire disparaître de l'esprit du citoyen. Dans le travail qui est le vôtre, vous, Monsieur Kosimo Mbadi, votre travail de journaliste, où vous recevez des gens sur votre plateau de télévision et vous leur donnez l'occasion d'opiner sur les choix qui sont faits, vous contribuez à l'action publique. Vous contribuez d'une manière ou d'une autre à l'action de développement. C'est de l'action citoyenne. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas nommé en Conseil des ministres que ce travail-là que vous faites, vous allez dire que vous ne vous sentez pas pris en compte dans ce qui se fait, puisque vous êtes acteur de ce qui se fait d'une manière ou d'une autre. Et quelque part, ce cadre-là que vous offrez a peut-être tendance, sans que vous vous rendiez forcément compte, à influencer des décisions qui sont prises à des moments donnés au niveau de l'appareil d'État. Donc, il n'est pas vrai qu'il y a des gens qui sont pris en compte et il y a d'autres qui ne sont pas pris en compte. C'est un système. Et même celui qui reste passif dans ce système-là, il participe à ce qui se fait. C'est pour ça qu'il ne faut justement pas rester passif, puisque par votre silence ou par votre indifférence, vous apportez votre caution d'une manière ou d'une autre, puisqu'on dit que qui nous dit mot consent. Donc, nous sommes tous, à un moment ou à un autre, engagés dans l'action publique. Le reste, c'est comment chacun le fait et quel est un peu l'esprit dans lequel chacun le fait. Quels sont vos rapports avec les partis politiques de la mouvance, notamment, je vais nommer le Bloc républicain et l'Union progressiste? Est-ce que l'idée donc de votre création, est-ce qu'elle est acceptée? Alors, je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas la question. Est-ce à dire que avant de créer une formation politique, pas forcément, mais pas forcément, mais après vous aurez forcément à collaborer puisque vous êtes tous de la mouvance. Je demandais justement quels sont vos rapports. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes justement bienvenu dans cette mouvance-là? Parce qu'après tout, il ne faut pas l'ignorer. La mouvance aujourd'hui, c'est le BR et l'Union progressiste. On peut le dire comme ça. Le dire comme ça, ce n'est pas forcément juste. Puisque ce n'est pas parce que des personnes ne sont jusque-là pas enregistrées officiellement dans des partis qui ne soutiennent pas l'action de développement qui est en cours. Et c'est là, en réalité, le plus important. Il se trouve des personnes qui apprécient ce qui se fait, qui, de là où ils se trouvent, apportent même leur pierre à l'édification, mais qui ne sont pas à l'aise avec les regroupements actuels. Et ne pas tenir compte de ces personnes-là, c'est les exclure. À partir du moment où une initiative de parti naît et qu'elle rencontre l'assentiment du nombre minimal de personnes imposées par la loi, oui. Mais dites-vous que c'est forcément parce que ces gens-là n'étaient pas pris en compte et que ces gens-là, jusque-là, ne se sont pas retrouvés dans ce qui dans se le fait paysage déjà. et dans ce qui se fait. Pas qu'ils n'accompagnent pas l'action du chef de l'État, mais peut-être qu'ils estiment qu'ils auront du mal, d'une manière ou d'une autre, à se faire entendre au sein des regroupements tels qu'ils se sont faits aujourd'hui ou peut-être tels qu'ils sont dirigés.
Parce que ne perdons pas de vue qu'il y a des gens qu'on voit depuis longtemps et qui sont là. Et par rapport auxquels la jeunesse, disons-le franchement, a des griefs, nourrit des griefs. Et vous avez des jeunes qui vous disent oui, nous avons confiance peut-être au chef de l'État, mais nous n'avons pas forcément confiance en ceux qui aujourd'hui animent les partis qui se disent être les partis de la mouvance. C'est de bon droit et c'est légitime. Mais est-ce qu'il faut laisser ces personnes-là être simplement, ne pas être confiants en des gens et ne pas pouvoir participer plus activement à l'animation de la vie politique? Non, il faut leur offrir un cadre pour qu'ils puissent le faire. Et il n'est dit nulle part, et je le répète, qu'avant qu'un nouveau parti politique naisse, et qui se veut même être un parti politique qui soutient l'action du chef de l'État, qu'il faudrait qu'il aille se faire adouber de ceux-là qui sont déjà là aujourd'hui. Est-ce qu'en gros on peut dire que le Bénin en marche, c'est-à-dire ceux qui ont initié ce mouvement ne se retrouvent ni dans le BR, ni dans l'Union progressive, ou de façon générale, ni dans aucun des partis politiques qui se réclament aujourd'hui donc de la mouvance, si on peut le dire, c'est-à-dire un regroupement donc des frustrés de la mouvance? Alors, la dernière phrase, un regroupement des frustrés de la mouvance, elle n'est pas juste. Par contre, dire que certains étaient déjà dans l'un de ces blocs, dire que ce ne serait pas vrai aussi, ce ne serait pas juste. Je reprécise ce que je dis. Il y a des personnes qui étaient déjà dans ces blocs-là au départ et qui, peut-être au bout d'un moment, ont estimé que ce n'est pas ce qu'ils pensaient ou ne se retrouvent toujours pas et qui se sont mieux retrouvés dans ce que nous proposons. Mais la majorité sont des personnes qui n'appartenaient encore à aucune formation politique depuis qu'il y a eu la réforme du système partisan. Parce que certains sont restés prudents. Certains sont restés prudents. Ils ont voulu voir les choses se faire pendant 2-3 ans d'abord. Apprécier, voir si la façon de faire a vraiment changé. Mais ne nous leurrons pas. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sentent quelque peu obligées de filer droit, vous me permettrez l'expression familière, parce que ils sont obligés. Parce qu'ils sont là par crainte. Puisqu'ils ont compris qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en marche et si vous ne vous y conformez pas, vous allez vous-même vous tirer dans les pattes, comme on dit. Mais ces personnes-là ne sont pas forcément ceux qui pourront garantir la pérennité de ce qui se fait. Ceux qui pourront garantir la pérennité de ce qui se fait sont des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas des enjeux personnels liés aux choix qui se font, mais qui sont des personnes dont les enjeux sont beaucoup plus attachés, et je le répète, à l'amélioration du vivre ensemble. Et pour ces personnes-là, tant que leur souci premier sera l'amélioration du vivre ensemble, on a des chances que ce qui se fait puisse se faire. C'est une question beaucoup plus d'idéologie que de gens qui se regroupent. Et l'histoire a donné raison à ceux qui pensent que tous les regroupements qui se forment au lendemain de l'élection d'un président de la République et qui se forment autour de lui sont rarement des regroupements fondés sur de l'idéologie. Ce sont souvent des regroupements pour montrer à un homme qu'on le soutient, on est prêt à l'accompagner. Mais il faut que cela aille au-delà. Il faut qu'on ait des écoles de formation politique, que les partis constituent un environnement au sein duquel les gens se forment, où le partisan entre jeunes croit en sa formation politique, travaille pour sa formation politique, fait son cheminement, fait son parcours, se fait former et devient légitime après pour être proposé comme candidat à des fonctions publiques, pour être proposé, pour être nommé à des postes d'exercice de pouvoir public, ainsi de suite. Donc, moi je crois que c'est quand on serait parvenu à cet idéal-là
que l'on aura véritablement traduit en action l'esprit de la réforme du système partisan. Alors, le Bénin en marche aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes par rapport donc, à votre enregistrement en tant que parti politique? Alors aujourd'hui, nous en sommes à la phase de mobilisation qui est pratiquement achevée, puisque les membres qui ont exprimé leur désir de devenir des militants, vous savez bien qu'il faudrait qu'ils fournissent des pièces. Et ces pièces-là sont connues. Donc pour certains, il y a quelques difficultés parce que les Béninois, et on a pu s'en rendre compte, ne sont pas nombreux à ce jour à disposer d'un certificat de nationalité. Ils sont encore nombreux, ces Béninois-là, qui ne disposent pas encore de leur certificat de nationalité. Et simplement parce que peut-être ils sont des artisans et qui n'ont pas eu l'occasion. L'importance. Voilà. Et même pour beaucoup, on s'est rendu compte que c'est quand les gens vont au bac qu'ils avaient besoin à l'époque de fournir cette pièce-là pour participer au concours. À l'époque où il y avait encore les concours, que beaucoup ont eu l'occasion de se faire délivrer leur certificat de nationalité. Donc c'est d'ailleurs l'une des pistes sur lesquelles nous travaillons avec les populations à la base en ce moment pour qu'ils accomplissent ces formalités-là et qu'ils comprennent que ce sont des pièces qu'il faut avoir et il est important de les avoir. Donc nous les accompagnons dans ce processus-là qui sera achevé à la fin de ce mois. Et après cela, nous serons en mesure donc de déposer le dossier complet auprès du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour que la suite du processus se fasse. Alors, en prenant appui sur les expériences des partis politiques qui l'ont déjà eu, est-ce que vous craignez un chemin, donc un parcours de combattant, où vous estimez que bon, ça doit pouvoir se faire très rapidement? Ça doit pouvoir se faire très rapidement, puisque la loi elle-même a prévu un cadre qui empêche qu'on ne tourne pas en rond, puisqu'il y a des délais qui sont... Mais on a vu par le passé, et ces délais n'ont pas été forcément respectés. Voyez-vous, si une réforme est au démarrage, on peut comprendre que à l'épreuve du changement d'habitude, qu'elle ne soit pas encore bien huilée et ne réponde pas à toutes les exigences qui l'encadrent. Mais je crois que l'expérience de notre administration en charge de cette question-là aujourd'hui, au regard du nombre de partis politiques pour lesquels les dossiers ont déjà été examinés, au regard de cela, je pense que les conditions sont réunies pour que les délais que la loi a prescrits soient respectés et que l'examen des dossiers se fasse convenablement. Alors, on va à présent parler de la présidentielle du 11 avril 2021. Nous sommes à quelques jours donc de la campagne électorale. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a d'ailleurs une partie donc de la classe politique qui se disent exclus de la compétition. On a entendu, on a vu des arrestations, une histoire de terrorisme liée justement à cette présidentielle. D'un autre côté, on voit certains mouvements et certaines personnes qui demandent donc aux uns aux autres de parler de paix. Justement, votre mouvement en a fait. On a vu des activités où vous avez prôné la paix. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que nous sommes dans une situation pour aller vers une élection apaisée? Je commencerai par le début de votre intervention. Je crois que notre système, tel que nous l'avons conçu au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, s'est voulu lui-même un système d'exclusion. Je m'explique. Lorsqu'on dit par exemple que lorsque quelqu'un n'a pas 40 ans révolus, il ne peut pas être candidat pour être président de la République. Mais il est électeur. Lorsqu'on dit qu'au-delà de 70 ans, qu'une personne ne peut plus diriger, être candidat pour être président de la République, mais cette personne est électeur. C'est une exclusion, c'est une forme d'exclusion. Et tout le monde sait qu'au moment où cela s'est fait,
c'est parce que justement on voulait exclure certaines personnes qui étaient bien ciblées. Aujourd'hui, nous en avons hérité et le peuple semble être jaloux de cela. C'est dire que ce n'est pas tant l'exclusion de certaines personnes qui pose véritablement problème ou qui remet en cause une certaine paix. C'est donc récurrent, c'est fréquent que des gens se sentent exclus. Maintenant, la question c'est, est-ce que les personnes qui se disent exclues répondent aux exigences qu'impose la loi? J'ai fait cette entrée en matière pour dire quoi? Si vous avez quelqu'un, par exemple, qui, à 71 ans, vient déposer son dossier de candidature, qu'on le rejette et il vous dit « j'ai été exclu ». D'accord, il a été exclu, c'est vrai. Est-ce que c'est la loi qui n'est pas parfaite? Peut-être. Mais c'est la loi. Et la loi l'exclut. C'est la même chose. Lorsque on a la loi qui dit que si vous n'avez pas le nombre de parrainages qui est indiqué, vous ne pouvez pas être candidat. Vous savez que l'adoption de ces lois n'a pas été forcément faite donc, dans les mêmes conditions. Quand vous parlez par exemple des critères d'âge et autres, on sait que ce sont des dispositions de la Constitution qui, à l'unanimité, ont été donc adoptées au lendemain donc, de la conférence. Pensez-vous que c'était à l'unanimité? On a parlé donc des forces vives de la nation qui se sont réunies. Oui, les forces vives de la nation, ce sont des gens qui se sont réunis, qui les ont indiqués, qui les ont décidés. Non, après, on a vu comment est-ce que la Constitution a été révisée récemment à l'Assemblée nationale et tout. D'une manière ou d'une autre, on a accepté que des personnes, au nom du peuple, fassent le travail. C'est comme ça. Moi, je dis, lorsque nous voulons agir, agissons tôt. Agissons tôt. Tout ce qui se fait aujourd'hui n'est que la conséquence des choix que les différents acteurs politiques qui se sont succédés à un moment ou à un autre, à l'Assemblée nationale ou à la tête de l'État, ont opéré. Ce n'est que la conséquence de ça. Et aujourd'hui, lorsque j'écoute certains acteurs politiques qui se disent être exclus, j'ai comme le sentiment que nous avons la mémoire courte dans ce pays. Il faudrait que désormais, chaque acteur politique prenne conscience de ce que, quand je pose un acte, il va produire des conséquences. Et il ne faut plus qu'on pense que, parce que soit on est au pouvoir aujourd'hui, qu'on pose des actes, que ces actes-là ne vont produire d'effet que pour les gens qui ne sont pas au pouvoir, parce que demain, vous ne serez plus au pouvoir. Et c'est à cela qu'il faudrait, d'une manière ou d'une autre, sensibiliser les citoyens et surtout sensibiliser les acteurs politiques. Parce que les lois qui sont aujourd'hui querellées, à tort ou à raison, mais elles ne sont pas nées du jour au lendemain. Et les personnes qui ont voté ces lois-là ont elles-mêmes été élues sur la base de dispositifs légaux qui ont été mis en place par d'autres personnes, dont ceux qui se disent être exclus aujourd'hui. C'est le jeu politique. Quand vous ne savez pas bien jouer, vous ne vous retrouvez pas du bon côté. Quand vous savez bien jouer, il faut vous retrouver du bon côté. Mais il faudrait que le jeu soit sain. Et pour que le jeu soit sain, il faudrait que tout le monde y aille honnêtement. Le vrai problème que nous avons, c'est que pendant longtemps, les acteurs politiques, qu'ils aient été de la mouvance ou de l'opposition, n'ont souvent pas été francs envers le peuple, n'ont souvent pas été francs envers leurs électeurs. Nous avons connu des gens qui ont été élus ici, dans ce pays, qui vous souviennent, en 2015, sur des listes de l'opposition, mais qui, avant même l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, avaient déjà marchandé leur appartenance à l'opposition et l'ont troqué contre ce qu'on sait pour se retrouver tout de suite à voter pour la mouvance.
Ce sont ces mêmes gens-là qui aujourd'hui vous disent qu'ils sont exclus. N'oublions pas cela. N'oublions pas cela. Il ne faut pas que l'on insulte l'intelligence du peuple béninois. C'est ça qui est malsain dans ce qui se fait. Lorsque des personnes se sont elles-mêmes illustrées, de manière à apparaître pour quelque peu des acteurs sans grande conviction, lorsque ces gens-là ont posé des actes tout le temps, qui aujourd'hui se retournent contre eux, il faudrait qu'ils acceptent au moins d'abord de faire leur examen de conscience, de reconnaître que c'est leur façon de faire qui aujourd'hui joue contre eux et qu'ils prennent un nouveau départ. Alors, dans tous les cas, l'élection aura lieu. D'ailleurs, la campagne, je l'ai dit, commence dans quelques jours. Nous avons en compétition 3 duos, conformément donc aux nouvelles lois électorales. On a le duo de la mouvance présidentielle et on a 2 autres duos qui se réclament de l'opposition. Est-ce que vous voyez vraiment un match, comme l'annonce surtout la mouvance qui ne veut faire aucun cadeau? Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, avec les duos qu'on a en place, il y aura véritablement un match? Il y a déjà un match. Il y a déjà un match parce que, voyez-vous, vous pouvez parfois être étonné du choix des citoyens. Entre les personnes qui sont à Cotonou, qui ont la chance, il faut le reconnaître, de bénéficier d'un mieux-être par rapport à ceux qui sont dans des zones reculées. La manière de penser n'est pas la même. Qui surtout n'ont pas forcément la même information. La façon d'agir n'est pas la même. Et un homme politique qui n'est plus aujourd'hui a dit une chose importante à l'époque. Il dit que le peuple béninois est dangereusement imprévisible. Donc aucun acteur politique, quelle que soit sa légitimité ou quelle que soit sa popularité, ne devrait prendre le vote du Béninois pour acquis. On a vu des gens être au pouvoir en 2016. On a vu le candidat du camp au pouvoir échouer. Gagner au premier tour, échouer. Enfin, être en tête au premier tour et échouer au second tour. Et il ne faut pas penser qu'on est forcément dans une position de favori. Encore que, jusqu'au dernier jour, beaucoup de choses sont possibles. Jusqu'au dernier jour, beaucoup de choses sont possibles. Des scandales peuvent éclater et mettre en minorité un parti au pouvoir et mettre en minorité le candidat qui est au pouvoir. Ce n'est pas souhaitable, mais ce sont autant de facteurs qui peuvent remettre en cause profondément le choix que les électeurs voulaient faire. Donc, jusqu'au jour de l'élection, il faut se dire qu'il y a un risque qui est associé à chaque candidat et que, par rapport à cela, personne ne devrait dormir sur ses lauriers, se reposer sur ses lauriers en disant « mais de toute façon, je ne suis pas favori ». L'autre enjeu de cette élection, c'est le taux de participation. Est-ce qu'on peut craindre un faible taux, comme on l'a vu lors des 2 dernières élections? Alors, moi, je ne dirais même pas l'autre enjeu. Je dirais l'enjeu majeur de l'élection, c'est cela. L'enjeu majeur de l'élection, c'est cela. Et c'est ce qui vient conforter l'analyse que j'ai faite tout à l'heure. Parce que si les gens qui sont acquis à votre cause, que vous pensez être les plus majoritaires, ne sortent pas voter, et que ce sont ceux que vous pensez être en minorité qui ont leurs électeurs qui sortent voter, il y aura un faible taux de participation et celui qui est en minorité va vous battre. Et vous n'y comprendrez rien. Et donc, aujourd'hui, c'est le taux de participation qui est le véritable enjeu de ces élections-là. Et c'est pour ça que nous, depuis longtemps, nous avons lancé l'initiative 75%, qui se poursuit d'ailleurs. Cet après-midi, nous serons à la maison des jeunes de Calavi, où nous allons sensibiliser les populations sur l'enjeu qui est attaché au devoir citoyen qu'est le vote.
et pour les encourager à sortir voter massivement. Parce qu'il faudrait que le président qui sera issu de l'élection présidentielle du 11 avril prochain soit un président légitimement choisi. Et pour qu'il soit légitimement choisi, il faudrait qu'il y ait un taux de participation conséquent. Mais les lois n'exigent pas forcément un taux de participation. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas dit qu'il soit légalement choisi. J'ai dit légitimement. Voyez-vous, la légitimité, les gens ne vous la confèrent pas au regard de la loi. Vous pouvez être légal et ne pas être légitime. Et au regard de votre analyse, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la 8e législature n'est pas légitime puisqu'on connaît un peu le taux de participation? On sait même que dans certaines circonscriptions, il n'y a pas eu véritablement vote, mais pourtant des députés en ont sorti. Oui, des députés en sont sortis. Ils sont des députés légaux. Ils sont des représentants du peuple. Tout le monde sait et tout le monde a admis qu'on aurait bien souhaité que le taux de participation soit plus élevé. Et c'est au regard de ça qu'on est tous, d'une manière ou d'une autre, engagés à faire en sorte que ce qui s'est passé en 2019 là ne se reproduise plus. Justement, le pays est calme actuellement. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? Est-ce qu'on peut craindre justement les événements de 2019? Il n'y aura pas de tempête. Que chaque Béninois se convainque de cela. Si moi je suis convaincu qu'il n'y aura pas de tempête, parce que je ne m'associerai pas à une quelconque tempête. Si vous, M. Oumbadi, vous êtes convaincu de cela, si chaque Béninois est convaincu de cela, puisque tous les Béninois disent qu'ils aiment leur pays. Moi, je les crois quand ils le disent. Et quand on aime son pays, on ne le met pas à feu et à sang. Donc, il n'y aura pas de tempête. Ce calme, il va continuer. Alors, on va finir cette émission, mais avant, c'est vrai que vous êtes président du mouvement Le Bénin en marche. Et ça, c'est ce qu'on connaît de vous, justement. Et après ça, les gens voudraient quand même bien connaître Tchok Adamado dans la vie active. C'est qui? Alors, dans la vie active, je suis contrôleur de gestion auditeur financier. Je suis également, par ailleurs, formateur et conseil. Alors, après le parcours politique, c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'on vous découvre beaucoup plus sur la scène politique. Mais avant Bénin en marche, quel a été donc justement votre parcours politique? Alors, quand je me réfère à la définition que nous donnons de l'action politique, même le militantisme, à quelque échelle qu'elle soit, que ce soit pendant que l'on est élève, que ce soit pendant que l'on est étudiant, que ce soit au sein des associations de développement. C'est comme ça que moi je conçois le militantisme politique. Et c'est au travers donc de ces différentes participations à ces regroupements-là que d'une manière ou d'une autre, on a toujours participé à notre façon à l'action publique. Aujourd'hui, dans la suite normale des choses, on aspire à faire progresser cette action-là pour qu'elle ait un meilleur impact, pour qu'elle ait plus d'impact. Et c'est pour ça justement que ce que nous faisons se fonde sur ce qui nous a nous-mêmes caractérisés pour qu'on soit aujourd'hui à un niveau où on aspire justement à engager plus de personnes. Faire comprendre aux gens qu'ils doivent pouvoir commencer déjà à la base pour qu'une fois qu'ils se retrouvent à des niveaux de décision plus élevés, qu'ils ne perdent jamais de vue que la préoccupation de la personne qui se situe au bas de l'échelle, au bas de la pyramide, c'est cette préoccupation-là qui est la plus importante. Ça dit que formellement, vous n'avez jamais milité dans un parti politique? Dans un parti politique, non. Alors aujourd'hui, vous êtes déjà devant la scène politique, mais même si en temps vous n'avez jamais formellement milité dans un parti politique, vous avez forcément suivi quand même les acteurs politiques. Tout à l'heure, vous avez évoqué, même si vous n'avez pas évoqué le nom, la citation d'un acteur politique. Alors, quel est cet acteur politique qui vous inspire justement? En termes d'acteurs politiques qui inspirent, est-ce que vous voudriez forcément que ce soit au Bénin? Au Bénin et puis à l'international aussi. Parce que moi, j'ai personnellement souvent été inspiré par 3 personnes.
au-delà de beaucoup d'autres. Et le président ou l'ancien président, paix à son âme, Nelson Mandela, est un acteur politique qui a inspiré d'ailleurs, qui continue d'inspirer beaucoup de personnes. Et moi, c'est l'un de ceux que je considère être les plus grands maîtres politiques. Il est l'un de ceux qui, moi, m'inspirent. Lorsque on questionne également l'histoire et qu'on lit la vie et le parcours d'un Martin Luther King, qui ne sont pas des gens, certes, de notre époque, mais qui sont des gens de qui l'on a beaucoup à apprendre. Puisque ce sont des gens qui, à un moment ou à un autre, ont assis leur réputation sur la renonciation au confort personnel, qui ont tout donné pour les autres, au prix même de leur vie, parfois. Et nous gaillerons à aller à l'école de ces personnes-là, puisque aujourd'hui on continue de les citer en référence pendant qu'il y a des acteurs politiques contemporains qu'on rejette. Et j'espère seulement pour les acteurs politiques que nous sommes aujourd'hui, tout au moins nous y travaillerons, à ce que on change rapidement de paradigme et de façon de faire pour que demain, la génération de nos enfants et celle des enfants de nos enfants ait des références. Parce qu'il serait dommage qu'à leur époque, ils soient encore obligés d'aller questionner l'histoire de Nelson Mandela, de Martin Luther King et autres, avant de se trouver des références avec lesquelles ils seraient à l'aise. Donc, au Bénin, aucune référence qui ne vous inspire? Aucune, malheureusement, à ce jour. Même pas un peu? Même pas un peu. Le président Patrice Talon vous inspire? Le président Patrice Talon est aujourd'hui au début de son action. Ce serait trop précipité de dire que c'est celui aujourd'hui qui m'inspire. Cela dit, j'apprécie ce que fait l'homme, j'apprécie que l'homme ait de la constance dans sa vision et je l'observe. Il est au début, je répète, il vient de faire juste un quinquennat, il aspire à un deuxième quinquennat pour lequel nous travaillons avec lui. Nous verrons au bout des 10 ans, quand nous aurons fait le bilan, s'il serait parvenu à rester constant. C'est ce que nous souhaitons. Et nous serons là aussi pour être un peu comme les gardiens du temps, pour lui rappeler à chaque fois les promesses qu'il a eu à faire et pourquoi il faut qu'il tienne ses promesses. Et lorsqu'il aura fini ces 2 mandats, ce que nous nous souhaitons, on pourra refaire le bilan et dire s'il appartient désormais au rang des hommes politiques qui peuvent inspirer toute une génération. Alors, votre dernier mot? Mon dernier mot sera pour souhaiter à chaque Béninois de pouvoir se réconcilier avec son pays, avec la politique dans son pays, parce que la politique doit être l'affaire de tous. C'est la clé du succès de tout ce que font nos dirigeants. Si nous voulons que nos dirigeants soient des personnes exemplaires, il faut que nous comprenions qu'ils ont besoin d'un contrôle qui soit exercé par le citoyen. Et si l'obligation de reddition de comptes reste permanente dans l'esprit de nos dirigeants, nous aurons quelque peu limité le risque des dérives. Et pour ça, le premier acte citoyen que nous devons poser est celui du choix du dirigeant. C'est pour ça que j'invite tout le monde à sortir massivement le 11 avril prochain et à aller accomplir son droit, à aller accomplir son devoir pour que nous ayons au soir du 11 avril une élection qui aura connu le taux de participation le plus élevé de notre histoire, pourquoi pas. Alors, chers amis internautes, c'est tout pour ce dimanche. Nous avons reçu pour vous Tchok Adam-Mado. Il est président du mouvement Bénin, le Bénin en marche. Nous avons parlé donc de la création en cours de ce parti politique et nous avons également abordé la présidentielle 2021. Merci d'avoir été là et à la prochaine.